bien la porte, c'est bien. Salut. C'est très bien, évidemment. Avant de se faire connaître sous le surnom de Benabar, Bruno s'est fait petit sous le nom de Nicolini. Puis il a grandi à l'ombre de ce patronyme un peu lointain. Aujourd'hui que l'occasion lui est donnée de lever les mystères, c'est un homme heureux de venir se ressourcer du côté de ses aïeux qui débarquent, avec ou sans filtre. Et les livres de Pardieu, alors bien. C'est ici Oh que ça là se là. passe, Bruno. Oh, putain. Ah ouais. Bienvenue dans votre vie. On va Ah la ouais. retracer, cette vie, hein. Ah, c'est travers les- complètement psychanalytique, là. Ouais. Donc il y a un ordre. Ah ouais. On commence là. Ah ouais. Ouh là là, mais j'avais jamais... Ah si, je les avais vus, mais pas du tout comme ça. Ça, c'est mon grand-père, Ouais, ça c'est Raymond. Raymond. Et là, il y a Abel. Et Abel, l'arrière-grand-père, qui travaillait à la SNCF. Et c'est lui qui est venu de Corse, qui est venu sur le continent. Parce que vous êtes un Nicolini. Nicolini. Ouais. Nicolini. Lui, il a quitté la Corse, donc, Abel. Ouais, il a quitté la Corse, où c'est son père, je crois, qui était gendarme. Ouais. Et je crois que c'est Abel qui est venu en France, oui, c'est ça. D'accord. Enfin, qui est venu en France, sur le continent, je veux dire. Et votre grand-père, donc, lui Et- aussi, lui, il reste sur le continent. Il est Ouais, sur le continent. il est lui. né sur le continent et puis il nous a un peu inculqué le souvenir de la Corse tout le temps. Alors parfois avec un peu une petite Corse d'Épinal, Ouais. il y a un peu de ça quand même, dans un fantasme un peu continental de la Corse, le paradis perdu, il y avait un peu cette idée-là, quoi. Parce que lui, vous l'avez connu, lui, il est né en 1904, je Ouais. crois, hein, il va mourir en Ouais. 1979, donc vous allez avoir le Ouais. temps de le connaître un petit peu. Oui, je l'ai connu, mon grand-père. J'ai pas connu ma grand-mère, qui est morte avant que je naisse. Mais j'ai bien connu mon grand-père, ouais, Raymond. Et lui va être enterré sur le continent, alors qu'Abel va être enterré en Corse. Il aura tenu à être enterré à Perrocasevecchia, lui. Hein. Oui, oui. Dans d'ailleurs, le jardin de la maison. De la maison, ouais. Ouais. Parce qu'on en parlait beaucoup. Vous avez dit des images un peu d'Épinal dans la famille. La Corse était vraiment présente ou finalement elle s'est éloignée de la famille vraiment? Elle était présente tout le temps. Mon père est très fier d'être d'origine corse. D'ailleurs, il m'en veut beaucoup d'avoir choisi Benabar comme surnom de merde. Alors, il me dit, putain, Nicolini, c'est pas assez bien. Ce en quoi il a assez raison, quand même. Mais donc mon père, il a toujours cultivé ça, ouais, les origines corses. Et puis, comme ma mère est italienne, il y avait ce jeu à table entre les Corses, les Italiens, etc., qui était un peu un folklore familial sur la rigolade, mais avec cet ancrage réel permanent. Ouais. On a toujours vécu avec ça. Et effectivement, vous l'avez dit, votre père va naître sur le continent. Il va rencontrer votre mère. Quelques mots quand même sur votre père et sur votre mère avant de passer à vous parce que vous allez naître là-bas justement du Ouais. côté de Thiers. Bah, ils se sont rencontrés à Orly, où mon père s'occupait des douanes, Ouais. des avions, et ma maman travaillait à Orly. Et puis ma mère vient de Thiers, qui est un peu, entre guillemets, un ghetto italien, rital, comme on disait à l'époque, juste avant-guerre. En fait, elle est née pendant la guerre. Et moi, je suis né là-bas aussi. Et ma mère a vachement souffert du racisme. Notamment à cause de la guerre, évidemment, avec Mussolini. Et donc, elle voulait vraiment qu'on soit des petits Français, c'est-à-dire qu'on parle pas italien. Ah ouais. Il y a que moi qui ai un nom, entre guillemets, mais c'est pas italien, Bruno, mais qui a un nom un peu de consonance comme ça, méditerranéenne. Mes frères s'appellent Patrick et Sébastien. Enfin, il y a vraiment une volonté. Elle a vachement souffert de ça, ma maman. Ouais. On va venir avec vous. On va voir si vous allez souffrir justement. Venez, c'est par là. C'est votre grand-mère là, bien sûr. Ouais. On va pas l'oublier. Elle était belle. Hein. Effectivement, ouais. Elle était belle. Qui fait que votre grand-père d'ailleurs est enterré à Saint-Rémy-de-Provence. À Saint-Rémy-de-Provence. Ouais. Hein, c'est avec elle, bien sûr. Ouais. Allez, venez, on va à vous. Alors, on n'est pas en Corse là, hein? Non, alors ça c'est l'époque quand j'étais petit, j'étais proxénète à Harlem. Vous ne naissez pas où il fait chaud en fait, hein? Oui, c'est ça. Thiers. Bah, ça, On d'ailleurs, est où? c'est Thiers, ça. On Ça, est c'est où Thiers, à c'est Thiers? sûr. On est dans le Val-de-Marne. Ah ouais, Val-de-Marne, où j'habite d'ailleurs curieusement. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais il se trouve que maintenant, j'habite dans le Val-de-Marne, à Saint-Mandé, à côté de Paris. Et comme quoi, on retourne un peu... Bah ouais. Et alors, cette enfance, là, on peut rien dire, là, vous êtes mignon comme tout, on commence à voir le regard un petit peu espiègle, là. Oui. J'ai cru lire dans les interviews que l'enfance, pour vous, c'est pas un paradis perdu.
Oui, oui, c'est vrai, Hein? c'est vrai. Moi, j'ai pas du tout cette nostalgie, comment dire, le fait de célébrer l'enfance comme un moment magique dans la vie. J'ai pas eu ça. Alors, c'est un parcours personnel. Moi, ce que je sanctuarise, évidemment, c'est l'enfance de mes gosses. Mais la mienne, c'est pas du tout. J'étais content depuis être un enfant, en fait. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe justement? On a bien compris qu'il y a votre maman qui vous empêche un petit peu de parler italien. Enfin bref, vous êtes aussi, il paraît, un peu hyperactif, non? Ouais, hyperactif, toute cette bande-là, cyclotimique, ouais, un peu cinglé. Dès tout jeune, ouais, dès tout jeune. Et Ouais. c'est ce qui fait que l'enfant c'est pas top, c'est parce que... Bah, je sais pas, parce que j'ai vraiment pas eu de douleur. Hein. J'ai eu une enfance privilégiée par rapport à beaucoup d'autres. Hein. Donc, une enfance, somme toute, très heureuse. Mais c'est vrai que j'ai pas ce culte de l'enfance comme beaucoup l'ont, du vélo. Enfin, tu vois, une espèce de souvenir comme ça, émerveillé d'un endroit qu'on ne retrouvera plus jamais. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Avancer dans la vie, même y compris vieillir aujourd'hui, n'est pas quelque chose qui me pose un problème. Je trouve ça d'une part assez heureux de vieillir, parce que c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et d'avancer dans la vie. Alors évidemment, il y a les mal de dos, il y a tous ces trucs-là, mais d'être un peu plus vieux chaque jour, c'est pas quelque chose qui m'oppresse ou qui m'angoisse, moi. Avant d'être plus vieux chaque jour, il faut être plus grand chaque jour. Et Oui. plus grand chaque jour, ça passe par là. Ah Elle oui. est jolie, cette petite photo-là. Qui est-ce qui vous met à la trompette? Vos parents, c'est vous qui... C'est moi. De Ah ouais. tout petit, j'ai voulu faire de la trompette à cet âge-là. Je voulais, ça a été vraiment un choix de gamin. Je voulais vraiment faire de la trompette et j'ai tenu bon jusqu'au jour où j'ai eu un cornet à piston. Là, justement, j'ai commencé la trompette vers 8 ans. D'abord le solfège parce que j'avais les dents cassées, donc je pouvais pas faire de trompette. Et ça a été une vocation de gamin. J'en joue encore aujourd'hui pour le grand malheur de mes voisins, mais j'en joue encore. Vous allez dans une école, vous apprenez tout seul comment... Dans une école de quartier avec un prof ancien militaire qui m'a appris. Ah oui. Ça se retrouve dans certaines de mes chansons, selon Télérama, mais bon. Mais moi, j'assume parfaitement. Excellent, excellent. Allez, on va grandir un petit peu encore et on va aller là. Parce que vous l'avez dit, dans la famille, vous n'êtes pas seul. Oui, Vous êtes avec qui, là? là, je suis avec mon petit frère Sébastien, que je suis en train d'allègrement emmerder. Et j'ai un grand frère aussi qui s'appelle Patrick. Et d'ailleurs, Sébastien, pour la petite histoire, son fils qui est petit s'appelle Abel. Ah oui? Parce que je crois qu'il y a des Abel dans la famille. Hein? Exactement. Yes. Donc il y a une boucle un peu. Ça se passe bien avec les frères et sœurs. C'est ça Ouais. qui est marrant, c'est que tout se passe bien, mais c'est pas un souvenir. C'est ça qui est assez Oui, intéressant. oui, ça n'a pas été douloureux pour moi de devenir ado. Et puis je suis parti très vite de chez moi. Pourtant, j'ai lu là, vous êtes ado là, j'ai lu qu'il y a l'acné. Ah oui. C'est pas facile, il n'y a pas les copines. Oui, c'est vrai que j'ai pas du tout été emmerdé par les filles pendant mon adolescence. J'avais beaucoup de temps à consacrer à la trompette. D'ailleurs. Et à l'école, comment ça se passe? Plus ou moins bien, le célèbre peut mieux faire. C'est-à-dire que j'ai jamais redoublé, j'ai eu mon bac, mais sans plus. Donc ça allait. Je ne vais pas dire que j'avais des facilités, mais bon, ça se passait, quoi. Et j'ai jamais trop bossé, j'ai toujours fait le minimum, ce qui était un peu un accord avec mes parents d'avoir mon bac, ce que j'ai eu, et puis j'ai arrêté les études directes. Et puis après le bac, il fallait aller ailleurs. Et on va voir ailleurs où ça va vous mener. C'est pas ici qu'on va en parler. Ouais. Et par là. Allez, venez avec moi. Ici, qui est l'endroit d'ailleurs, un souvenir douloureux pour certains techniciens, parce que c'est l'endroit d'une défaite cool, m'a-t-on dit. Oui. Tiens, viens par là, viens par là, viens par là. Oui, autre ambiance, plus cosy. Et donc on part. On quitte le Val-de-Marne pour se retrouver. Ah oui, vous reconnaissez? dans l'Indiana. Kokomo, Indiana. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Kokomo dans l'Indiana? C'était dans le cadre d'un exchange student. On des échanges et on choisit pas, c'est pas sa destination. Sinon tu te doutes bien que j'aurais pas choisi Kokomo. Surtout à 18 ans, j'aurais plutôt été en Californie ou en Floride. Et je me suis retrouvé à Kokomo, mais ça a été un très bon souvenir. Ça a compté pour moi, ce bref séjour américain. Et surtout, il se passe quelque chose à ce moment-là. C'est que là-bas, vous écrivez quelque chose? Ouais, c'est là où j'ai commencé à écrire. Ouais, j'ai écrit ma première pièce qui était en anglais.
Pourquoi il faut que vous soyez à Kokomo pour commencer à écrire? Je pense que c'est plus une question d'âge que de destination. En fait, c'était, je venais de sortir de l'école, j'avais 18 ans, j'étais entre deux, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Puis d'un seul coup, je me suis retrouvé devant une page blanche et j'ai commencé à raconter une histoire, à inventer une histoire, et puis surtout à me passionner pour ce côté qui est terriblement ludique, l'écriture. En fait, c'est hyper amusant d'avoir un personnage, de dire qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va se passer. Mais vous écrivez quoi à l'époque là-bas? Vous vous souvenez de l'histoire? Ouais, c'était une histoire, c'était très. C'était très adolescent, c'était très, comment dire, c'était philosophique, c'est un peu empoulé, un peu grandiloquent. C'était Le titre, un vous peu a dit sartrien. c'était quoi le titre? Je me demande si c'était pas l'accordéon, un truc comme ça, je me souviens plus. Quoi qu'il en soit, vous rentrez en France. Et alors, je crois savoir qu'il y a votre père, du coup, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il a travaillé à Orly, votre père, mais il n'a pas fait que ça. Après, il a été régisseur en plateau sur cinéma. Et à ce moment-là, il vous incite à écrire. Il voit qu'il y a cette passion-là, et c'est lui qui vous dit, écris mon fils, c'est dans le cinéma, c'est quelque chose qui rapporte? Oui, c'était pas en ces termes-là, mais je me souviens très bien qu'il m'avait dit, comme j'écrivais beaucoup et puis j'y consacrais beaucoup de temps, et puis ça se voyait que c'est ça que j'allais faire grosso modo. Et il m'a dit c'est bien d'écrire parce que ceux qui s'en sortent toujours, ceux qui sont à l'origine des choses. Quand on écrit, on n'attend pas qu'on nous demande quelque chose, on le fait, quoi. Donc ça permet une forme de confort intellectuel et puis d'indépendance, surtout. Et donc, c'est pas un hasard, finalement, si on vous retrouve ici, en 1993. J'ai commencé par le plus court, Bruno Nicolini. José Jeannette fait 7 minutes. On l'a vu en avant-programme du film de Motti cet après-midi. C'est un chef-d'œuvre. J'ai pas vu les autres, je m'excuse, mais votre film, je considère que c'est un chef-d'œuvre. C'est Et remarquable. c'est vrai que la salle était absolument Remarquable. enthousiaste. Qu'un court-métrage, c'est pas ni une bande-annonce, ni le brouillon d'un film, mais que c'est un vrai film avec un début, un milieu, une fin, des personnages, une intrigue. Je pense que c'est l'ambition un peu de chacun d'entre nous, c'est d'essayer de faire un véritable film avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire que c'est certain qu'on ne peut pas tenir 1h30. Vous venez de faire votre premier court-métrage. Ouais. Super court-métrage que j'ai regardé là peu de temps avant de faire l'émission. 7 minutes il dure, hein, effectivement. Ouais, ouais. Et je partage l'avis de Frédéric Dard. C'est un super court-métrage. Vous avez les honneurs de la télévision française. Oui, On titre encore Bruno Nicolini. exactement. Donc là, à cette époque-là, vous voulez faire plutôt du cinéma, Bruno, alors? Oui, je me destinais au métier de scénariste surtout, plus que cinéaste, scénariste, envie d'écrire des scénarios, comme on dit. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça continue à me passionner. Puis l'envie d'écrire une histoire, en fait, plus que de réaliser, qui m'a évidemment passionné à cette époque-là, mais c'était pas un objectif premier pour moi. C'était vraiment raconter les histoires, écrire des histoires. Écrire des histoires, écrire même toutes les histoires, hein, Bruno, on va voir. Tonnerre. Je me sens vivre, trouver la main, Séverine. suivre. Avis Marciano. Je me sens vivre, je ne suis né que pour ça. On vous retrouve là? Ah oui, j'étais là sur Studio Sud, j'étais régisseur adjoint, donc je conduisais les acteurs et puis je faisais la régie sur la série. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à placer un texte et à glisser un texte qui a été tourné d'ailleurs. Donc ça a été vraiment mes débuts de scénariste rémunéré. Vous rentrez comme régisseur et petit à petit, vous dites, regardez, j'ai écrit ça. Ouais. C'est là aussi, il y a... Ouais. Ah ouais. Ouais, ça, c'était vraiment ma première fois sur Studio Sud. Ouais, Dès le début, vous ne lâchez rien, en fait, finalement. Dès le début... Oui, j'ai un côté assez, assez accroché, oui. Mais il me semble que c'est un peu indispensable, c'est-à-dire que les choses viennent pas toutes seules, quoi. Il faut quand même les vouloir et puis les défendre. J'aime pas le terme de combat parce que je vois pas ça comme une lutte ou comme un affrontement, mais c'est sûr qu'il faut imposer des choses tout le temps, choisir sa vie, en fait, entre guillemets, quel que soit son domaine. Et vous allez progresser, parce que peu de temps après, on vous retrouve là. Oui.
Exactement. Après, de fil en aiguille avec des copains scénaristes qui m'ont branché sur H. Et puis, je faisais partie du pool d'auteurs. On était 5-6 à faire le gros du... Et là, c'est très formateur, dis-moi si je me trompe, parce que quand on travaille dans la télé, c'est un milieu un peu impitoyable. Donc, des fois, on rend la copie, puis la copie est pas bonne, on la déchire. Donc, il faut savoir mettre son orgueil un petit peu de côté et remettre son cœur à l'ouvrage, non? Exactement, et ça m'a beaucoup servi, je m'en rends vraiment compte encore aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, mais encore hier j'étais en studio, s'il y a un texte, un bout de couplet ou qui semble compliqué, moi je le vire tout de suite, je recommence, je retravaille, je suis pas du tout, je sacralise pas du tout ce que je viens d'écrire, et ça permet d'avancer et surtout de gagner du temps. Et à l'époque, en plus, avec les camarades, c'est sûr que quand on arrivait avec une scène qui était pas drôle, on se faisait bien allumer, quoi. Donc il n'était pas question de défendre la scène et expliquer pourquoi elle devait être drôle. Si ça faisait pas marrer, il fallait refaire. Et alors ça bouscule un peu l'ego, mais c'est vraiment une école très très efficace qui me sert encore aujourd'hui, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on vous retrouve? Alors, oui. je vous explique. Vous avez déjà compris, mais un piano et surtout ce petit tulque là, c'est pour effectivement parler de... vous vous mettez à jouer de la musique là. Qu'est-ce qui se passe? Parallèlement à H, je commençais à faire de la musique. Et à jouer dans les bistrots en bas de chez moi, à faire des choses vraiment sans ambition du tout, parce que moi je me destinais vraiment à la carrière de scénariste, ça me passionnait. On va pas dans un bistrot par hasard. Qu'est-ce qui vous prend d'aller? Parce qu'il faut se mettre sur scène, il faut chanter face aux gens. Là, quand on est scénariste, on est derrière avec le stylo. Il faut Qu'est-ce qui vous prend là d'un coup, j'ai envie de dire? C'est grâce à un autre musicien qui s'appelle Patchol, qui est venu squatter chez moi pour une semaine, qui est resté 2 ans, et qui lui était musicien et qui vraiment se destinait à ça et qui cherchait des textes. Et donc comme j'écrivais, moi naturellement ça m'a intéressé et ça m'a excité d'écrire des textes. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé, comme je faisais du piano, à bricoler des musiques. Et puis vraiment de fil en aiguille, on s'est retrouvés à jouer tous les deux, à faire des duos, parce que j'appliquais un peu ce que je faisais pour la télé, donc je faisais pas mal de dialogues, donc il y avait un côté très chansonnier, un peu comique, et vraiment, naturellement, je suis arrivé sur scène, et il y a eu le déclic de la scène, ça je m'en souviens vraiment, où je me suis rendu compte que je voulais rester là, quoi, et qu'il se passait quelque chose avec le public, même si c'était un public composé de 7 personnes, mais que c'était pas absurde que je sois sur scène. Je crois qu'il y avait aussi quelque chose d'un peu mystérieux avec le fait d'être sur scène ou pas, quoi. Piano que vous avez appris à jouer tout seul. Oui. Pour le coup. Ouais. Un jour, dans ce public, il y a Marion Richeux qui est là, oui. Et elle qui détecte quelque chose. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vient vous voir? Elle dit, toi, mon coco, tu peux aller loin? C'est comme ça que ça se passe? Un petit peu. C'est-à-dire que Marion débutait, elle voulait être manageuse elle-même, et elle a tout de suite pressenti quelque chose en disant... et elle m'a même forcé, parce que moi, je repoussais le truc, l'idée de me professionnaliser, d'aller voir des maisons de disques, c'était pas du tout mon objectif. Et puis et surtout, ça m'intéressait pas du tout réellement. C'est-à-dire que j'avais aucune envie d'aller là-dedans. Et puis, c'est elle, un peu malgré moi, qui m'a permis de rentrer dans ce milieu-là, quoi. Qui a permis ça? Yes. Comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. Le bébé en bout de table, sur sa chaise d'arbitre, surveille d'un œil abstrait. Première télé, premier album, Benabar et associé. Vous êtes associé au début? Oui, ouais, c'était parce qu'au début c'était Patchol et Benabar avec le copain qui habitait chez moi, et puis après la vie a fait qu'on est parti de chacun de notre coin, et puis comme on bossait ensemble, Benabar et associés, ça ressemblait vraiment à ce qu'on était à l'époque. Il y avait vraiment une idée de groupe. Notamment avec Marion aussi, qui était très présente, mais en même temps c'est moi qui écrivais les paroles et les musiques, donc le nom était vraiment approprié, ouais. Comment vous êtes découvert ce talent de la mélodie aussi, d'écrire des musiques? Parce que ça aussi, pareil... En travaillant, déjà, je sais que j'ai des limites, mais le fait de travailler beaucoup et d'essayer de réduire, moi je crois beaucoup aux chansons d'auteurs, ce qui font pas toutes les chansons, mais par exemple, typiquement Souchon, Foule Sentimentale, c'est lui qui a fait la musique. La simplicité de Foule Sentimentale, comme de par hasard, c'est Souchon qui l'a faite, parce que c'est un musicien aurait compliqué tout de suite.
Et il y a ça aussi, Renaud a fait ça, certaines musiques. C'est Quand qu'on vint où, c'est Julien Clerc qui a fait la musique, qui est magnifique. Mais Mistral gagnant, c'est Renaud. C'est quelque chose que j'essaie de conserver encore aujourd'hui, d'avoir des musiques que je garde, que je fais moi, même si elles sont un peu simples, mais des fois peuvent être plus efficaces dans la façon de véhiculer une émotion. Clairement. Puis 2 ans plus tard, Benabar tout seul. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu du monde en route? Pas tant que ça, parce que Denis il est encore avec moi. Yves, il est journaliste, donc lui a repris sa carrière de journaliste. Mais c'était un peu la même équipe, mais c'était plus évident. C'était vraiment... Il y avait une réalité, donc ça n'a pas été une rupture, c'était vraiment une continuité. Il y avait une réalité, c'était moi qui écrivais les paroles, les musiques, qui chantais, donc c'était logique. Donc Benabar, quoi. Ouais, c'était logique. Super album, celui-ci. C'est les prémices de la gloire, là, qui naissent en 1999. On est aux prémices. Et de la gloire, la vraie, on va pas en parler là. On va en parler dans une autre pièce, Bruno. Allez, venez avec moi. La gloire, donc c'est une pièce où il y a du champagne, des stripteaseuses et tout ça. Allez Bruno, les marches de la gloire, c'est par là qu'il faut les gravir. Et un qui va vous aider à les gravir ces marches, c'est lui. Henri. Ouais, Henri Salvador, il m'a vraiment aidé, Henri. Et ça a été moi et puis il nous a rassurés en fait. C'était un moment au début de ma carrière où on savait pas si ça existait ou pas. Et puis le fait qu'il se penche sur mon berceau, parce qu'il avait entendu ma chanson dans un taxi, et puis il cherchait une première partie, ça nous a vraiment permis de, entre guillemets, nous professionnaliser, jouer tous les soirs en première partie, dans une grosse tournée. Et j'ai appris beaucoup à son contact. Je dois beaucoup à Henri. Ouais. Et puis la lumière, vous allez la mettre aussi, vous, grâce à cet album. Ouais. Là, vous en vendez des centaines de milliers de celui-ci. Là, c'est vraiment, vraiment un vrai succès. C'est le premier, ça. Comment vous le vivez, ça? Très bien, en fait, parce que j'ai pas eu d'avant et d'après, moi, en fait. Parce que comme je tournais déjà beaucoup, j'ai toujours tourné énormément, donc j'étais en pleine tournée. Donc je constatais que les salles étaient un peu plus... qui avaient plus remplies, ouais. qui avaient un côté médiatique qui existait un peu plus. Mais comme j'étais en tournée dans le bus avec les copains, donc ça a pas vraiment changé ma vie directement, quoi. Ah bon? Non, ça a été très naturel, en fait. Il n'y a pas eu de choc de célébrité ou de trucs comme ça. Mais il y a eu un autre choc, peut-être, qui est venu un petit peu sur le tard. Et j'ai été surpris, quand je vous ai appelé pour vous inviter dans cette émission. Oui. Je parlais un petit peu de vous. Et assez rapidement, c'est assez marrant, est venu ça. Les risques du métier. Ah oui, bien sûr. Les risques du métier, c'est ceux-là, les risques du métier, justement, que j'avais pas mesuré. Expliquez-moi. Ce sont des herpès médiatiques, des trucs qui reviennent sans arrêt, qui ont été... ça a déclenché un peu quand j'étais très en devant de la scène, des jalousies, parce que bon, c'est quand même de ça dont il s'agit. Et puis, il y a eu un emballement un peu que personne n'a trop contrôlé, y compris de la presse. À un moment, j'étais un peu personne à abattre, il y avait beaucoup de ricanements, et puis même certaines haines qui m'étaient dirigées, un peu infondées, donc c'était... Mais Bruno, moi, je l'ai pas. Donc c'est Télérama et les Inrecuptibles, bien sûr, qui s'en sont pris un petit peu à vous. Mais est-ce que, franchement... Moi, je ne l'ai pas du tout perçu, ça. Pourtant, je suis vraiment votre public fidèle. J'ai jamais trop vu ça. Est-ce que c'est pas vous qui êtes rentré dans ce combat-là, contre cette presse-là, un petit peu trop à cœur? Est-ce que... Non, franchement? Oui, c'est sûr. Vous auriez pu laisser ça sur le côté. C'est sûr. Mais à un moment, c'est aussi une question de caractère. Moi, je me laisse pas faire. Et puis, je me suis un peu fait manipuler parce que je me suis tenu très à l'écart. Moi, j'ai pas répondu à Biolay pendant des années. À un moment, ça m'a énervé. Je me suis fâché. Et puis voilà, c'est tout. D'ailleurs, moi, c'est pas un sujet qui m'obsède dans la journée du tout. Hein. Mais à un moment, en effet, j'aurais peut-être dû éviter de rentrer dans ce jeu-là. Je me suis fait un peu manipuler. Je suis un peu rentré dans un jeu
jeu pervers dont j'étais un peu qui était à mes dépens, quoi, au final. Eh oui, vous avez perdu du temps et de l'énergie, même. Ouais, du temps, de l'énergie, ça n'a pas été facile parce que ça m'a beaucoup blessé. Et puis c'était un peu tordu, et puis ça a compliqué beaucoup de choses autour de moi parce qu'il y a beaucoup de suiveurs dans ce métier-là. Donc d'un seul coup, il y a des gens qui s'éloignent un peu de vous, de peur d'être associés à une image qu'ils imaginent mauvaise. Contaminé. Et oui, exactement. Donc ça a été un peu troublant, mais c'est aussi les périodes où on voit des vrais amis. Et puis encore une fois, moi, la tournée m'a sauvé de tout parce que la tournée, c'est une réalité. Donc, Allez, venez, on part en tournée. Venez, c'est là la tournée que ça se passe. Heureusement, il y a ça. Les risques du métier, c'est aussi le succès. Hein. Exactement. C'est pas le pire des risques, en même temps. Ah oui. Et heureusement qu'il y a eux. Mais exactement. Ah oui. Ah oui. Mais ça, c'est vraiment un truc. En vrai, c'est vraiment un truc que j'ai jamais perdu. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours fait attention à toujours tourner, parce que ça, c'est une réalité. Et puis, c'est un bonheur, et puis un privilège. Hein. Parce qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, justement. Vous êtes une bête de scène. Vous aimez ça, la scène. Vous faites ça pour la scène, en fait. Ah oui. Ah oui. Hein, ça, c'est sûr que c'est un peu le début et la fin d'une chanson, c'est la scène, quoi. C'est l'objectif, c'est la cause, la conséquence, et tout. C'est le moment où, en fait, quand tu joues ta chanson devant quelqu'un, quoi, en fait, aussi simplement que ça, hein, c'est la réalité du truc, mais comme un cuisinier, c'est-à-dire qu'il peut passer du temps dans les recettes. Quand il sort de sa cuisine, il n'a pas forcément une dépression. Vous, la première tournée, quand vous êtes rentré chez vous, vous étiez pratiquement en dépression. Ah ouais, ça a été douloureux, ouais. Ça a été curieux, et en fait, ce dont on parlait tout à l'heure, la deuxième couche de l'explosion médiatique et puis publique, s'est passée à ce moment-là, en fait, quand je suis arrivé chez moi complètement en décalage. Ça a été dur à vivre, mais bon, encore une fois, hein, c'est des problèmes de privilégiés, mais c'est vrai que je l'ai difficilement géré, ce truc-là. Et pour avoir tout ce monde-là, il faut passer, Bruno, par là. C'est vrai le studio. Ouais. Les studios. Bah, on y est en ce moment, d'ailleurs. Je crois savoir que c'est pas ce que vous préférez, ou pas? Bah non, c'est à Johan Dalgarde, qui est un prodige danois, pianiste. Bertrand Lamblot, directeur artistique, qui a fait plein de trucs, notamment de Johnny dernièrement. Et Benabar, qui est un artiste incontournable, donc remarquable. Puis un homme extraordinaire. Le travail au studio, c'est... C'est pas vrai cette histoire de micro-pénis, hein. Faut pas croire Télérama. Pas du tout vrai, c'est un mensonge. Donc, ce travail en studio. Bah, j'y prends de plus en plus goût. D'ailleurs, on est en studio en ce moment, mais c'est vrai que c'est pas le moment le plus agréable, parce que c'est un moment vraiment de doute permanent. Et puis il n'y a pas cette jubilation qu'il y a en public, où même si on est stressé avant de monter sur scène, mais avec le public sur scène, on fait de la musique, si on chante. Le studio, c'est à chaque fois, chaque mot. En plus, on va vraiment dans le détail, ce qui est bien la moindre des choses d'ailleurs. Mais donc c'est très inconfortable, mais c'est passionnant comme moment, le studio. Mais de quoi? Bah, de tout, d'une part, et bien sûr de la qualité des chansons, mais aussi du fait, est-ce que ça va toucher quelqu'un? Parce que le problème, surtout, là, je suis en train de faire mon 10e album, il y a toujours le doute, est-ce que ça parle à quelqu'un, ce que je raconte? Enfin, c'est toujours... Encore, après tous ces albums-là, Bruno, tous ceux-là, y compris le dernier, vous vous demandez encore si ça va toucher quelqu'un? Tout le temps. Tout le temps, mais je trouve ça normal. D'ailleurs, je trouve que c'est une angoisse assez légitime et assez saine au final. En fait, qui fait avancer, finalement. Comment ? C'est qui fait avancer. Bah oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut se poser le problème, à mon avis. Et d'ailleurs, on parlait d'Henri, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'artistes magnifiques. Il y a toujours ce doute, même Mais même après, vous avez eu des disques de diamants. Oui. Bruno, vous êtes l'artiste français qui vend pratiquement, enfin, de ceux qui vendent le plus, malgré tout ce succès, justement, toujours ça, toujours. Ah ouais, mais vraiment tout le temps. Et puis c'est assez moteur. Et puis en fait, c'est assez galvanisant au final. Hein. Ça permet de se remettre en question et de ne pas s'endormir surtout. Celui-là vient de sortir et vous êtes déjà en train de travailler sur un autre d'ailleurs. Hein. On fait la suite. La suite. Qui Exactement va la suite. Un dossier l'Euro 2 ? Mais peut-être, ou un dossier heureux.
Avec le même, enfin pas le même visuel, mais c'est exactement la même équipe. On refait on a d'autres chansons, on est en plein dedans. Ben, j'ai hâte de l'écouter aussi. Allez, on va aller faire un petit tour en Corse, parce que de ces albums, c'est bien, mais nous, en Corse, ce qu'on a aimé aussi, chez vous, ah, tu penses bien, hein, c'est ça. Eh oui. Christophe. Là, vous avez chanté Corse, surtout, là. Et oui, ouais. C'est ça fait, là, sur une ce retour- prigionato. Oui, ce retour aux sources. Il y a eu un passement au cœur, où on a chanté comme ça. Ah non, il y a un petit passement au cœur, un vrai, une volonté de bien faire, c'était pas un détail pour moi de chanter en Corse. En plus, cette chanson de prisonnier, et puis que je rejoue souvent d'ailleurs dans un resto corse, à côté de chez moi, à Gordes. Ah bon? Ah ouais, de Oui, temps en oui, temps, oui. vous poussez la chansonnette en Ah bah Corse. ouais, régulièrement. Mais vous, vos racines à vous, elles sont là. Ouais, les racines familiales du côté de mon père, Perroquet-Évêque. C'est où est enterré votre arrière-grand-père, là, hein. C'est Ouais. dans le jardin de cette maison, qui existe encore dans le village. Alors, vous en avez profité pour dîner avec Mondologne hier. Est-ce que demain, vous allez monter au village avec la famille? Parce que je crois savoir qu'il y a votre clan qui est venu en Corse, là, Ah bah ouais, pour la première fois. Pour la première fois, c'est un événement, parce que c'est l'anniversaire en plus de ma fille qui va avoir ses 12 ans, donc on va le fêter ici en Corse. Donc, mais on n'ira pas là cette fois-ci, parce qu'on retournera vraiment pour faire un retour au... Ah, le vrai aux pèlerinage, sources. il n'est pas Voilà, pour ouais. cette fois-ci, c'est Ouais, pas j'essaie de rétard. pas tout C'est pas- mélanger. Exactement. Et un prochain concert en Corse, parce que ça fait longtemps qu'on vous a Mais pas vu aussi. j'espère. Bah, D'ailleurs, et nous Alors exactement, j'ai eu la chance de jouer 2 fois en Corse, mais c'est vrai que c'est pas assez. Et je vais en parler à mon producteur, pardon. Vous m'envoyez un petit texto quand c'est décidé. Voilà, c'est ça. Merci infiniment C'est d'être moi qui te venu. remercie. C'était un Attends, plaisir. d'abord Merci beaucoup. un petit selfie, voilà. Eh ben bon séjour en Corse et à une prochaine. Et merci encore une fois. à Merci vous. beaucoup, c'était un plaisir. Ciao.